a publié un article qui s'intitule « L'administration Trump m'a accidentellement envoyé ses plans de guerre ». C'est comme ça que tout commence. En fait, il explique que le 11 mars dernier... Donc c'était il y a 2 semaines. Voilà. Mike Waltz, qui est donc le conseiller à la sécurité nationale, manifestement crée une boucle sur la messagerie Signal, qui s'appelle donc Houthi PC Small Group. Houthi, ce sont les rebelles yéménites, parce que manifestement, il y a le projet de frappe contre ces rebelles yéménites. Dans ce groupe qui est créé, il y a vraiment toute la crème de l'administration. Ils sont 18, dont ce journaliste qui a été donc ajouté par erreur dans ce groupe de discussion. Lui-même n'y croit pas au départ, il pense que c'est un canular. Et puis, il voit que... et puis il se fait discret et il regarde tout. Voilà. Et le 15 mars dernier, il voit que tout à coup, il y a un go pour, en effet, des frappes américaines sur les Houthis du Yémen. Et ben, il attend de voir si véritablement ces frappes commencent. Et il se rend compte, il est lui-même stupéfait, que effectivement les Américains ont frappé donc au Yémen contre les rebelles yéménites. Et alors il publie ce premier article, largement expurgé, parce qu'il ne révèle pas notamment des noms d'agents de la CIA qui manifestement étaient dans cette boucle Signal. Et puis il voit la réaction, il voit que Donald Trump, que toute son administration cherche à insulter par toute l'administration. Il se fait insulter et il voit que l'axe de défense, c'est dire non mais il n'y avait pas en effet de plan d'attaque. On a entendu Pete Hegseth, le secrétaire d'État à la Défense, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il sort ce nouvel article où là on a les captures d'écran de ces échanges, et donc on le voit qu'effectivement, là, en quelque sorte, il y a le plan d'attaque, il y a les armes utilisées, il y a les cibles, il y a beaucoup de choses qui... D'ailleurs, parce qu'on l'a traité de menteur ces dernières heures. Gallagher Fenwick, on a un organigramme de ces personnes qui étaient présentes à la réunion. Bon, la réunion qui a viré au fiasco, vous l'avez compris. Ils étaient donc 18 dans ce Houthi PC Small Group, et on a les visages de ces personnes donc, qui étaient invitées. Et là, en fait, Gallagher, on a tous les plus grands cerveaux de l'administration Trump qui sont réunis ici, et notamment Mike Waltz, qui a ajouté par erreur ce journaliste où on voit, voilà, c'est le seul Jeffrey Goldberg. Voilà, exactement, en bas à droite, tout en bas à droite, ce journaliste par erreur dans la conversation. Alors je ne sais pas si on peut les qualifier de cerveau vu le modus operandi et le résultat. Par ailleurs, on pourrait aussi géolocaliser ces personnes, puisque Steve Witkoff, qu'on voit qui est l'émissaire personnel du président des États-Unis pour les négociations proche-orientales et russo-ukrainiennes, est à Moscou au moment où il est intégré dans ce groupe, dont il faut rappeler qu'il intéresserait énormément des pays alliés, mais des pays adversaires, voire ennemis des États-Unis. Où placer aujourd'hui la Russie? Ça, c'est un autre débat qu'on a beaucoup sur cette antenne et que je ne vais pas entretenir à cet instant. Mais il n'y a absolument rien qui va dans cette histoire. On va chapitrer, prendre ça progressivement. Quand vous appartenez au gouvernement des États-Unis, et particulièrement à ces postes-là qui sont les plus hauts postes de responsabilité à la fois au niveau politique et militaire, 2 choses. La première, c'est que le tout premier jour, en fait, vous avez un briefing où on vous explique les yeux dans les yeux les énormes risques encourus au cas où vous commettiez ou au cas où vous commettez des erreurs. Pénalité financière, risque de prison, parce que vos responsabilités, en fait, c'est la sécurité de plus de 300 millions d'Américains. Deuxième chose, et j'en terminerai par celle-ci, mais j'ai plein de choses à vous raconter. Le gouvernement américain a dépensé... On va en parler pendant tout ce grand dossier. C'est tellement hallucinant qu'on va avoir du temps. Le gouvernement américain a dépensé des centaines de millions de dollars pour mettre au point l'outil de communication le plus sécurisé et performant au monde. Chacun de ces membres de l'administration a accès à ce qui s'appelle un SCIF, qui est une cellule de communication sécurisée, qui permet de protéger toute forme de communication. Ils ont accès à ce mode de communication qui soit en déplacement, dans leur voiture, ils l'ont dans leur lieu de résidence, souvent dans un sous-sol aménagé, ils l'ont évidemment au bureau. Et manifestement, toutes ces personnes, 18 d'entre elles, à part le journaliste Jeffrey Goldberg, ont cru bon de pouvoir discuter, et on peut parler de la sémantique plan de guerre ou plan de frappe,
de cela sur une application commerciale. Et donc vous avez raison, le scandale, il est immense et il ne fait que commencer. Et il en sera question. C'est un message envoyé par Pitexet, donc nous sommes le 15 mars 2025, c'est le jour de l'attaque contre les Houthis du Yémen. Oui. Il est 11h44 quand il envoie ce message dans le groupe dont on a parlé. Et voici le message précis qu'il a envoyé parce qu'il y a des captures d'écran du journaliste américain. C'est une mise à jour. C'est l'heure, la météo est favorable. Nous venons de confirmer avec le CENTCOM que nous sommes prêts pour le lancement de la mission. Alors c'est le commandement central des États-Unis. Juste un mot peut-être sur le précédent message, juste pour dire, ça veut dire que tout est prêt, l'opération va pouvoir démarrer. Oui, c'est ça. Je rappelle, le CENTCOM, c'est le commandement régional qui prend en compte tout le Proche-Orient, le Moyen-Orient et toute la Corne de l'Afrique. Donc c'est un commandement opérationnel qui gère toutes les opérations militaires américaines dans la région. Alors, pour être précis, c'est pas un plan d'attaque, hein. Il raconte le déroulé de l'opération, mais c'est une opération qui va se dérouler justement sur plusieurs heures et qui raconte. Mais il explique presque minute par minute ce qui va se passer. Et là, on a c'est quasiment presque aussi grave que d'avoir balancé tout le plan d'opération. Vous trouvez ça très grave. Alors, on va montrer précisément ce qui a été envoyé. En fait, il décrit tout ce qui va arriver ces 2 prochaines heures. Il explique, donc là, il est 11h44, c'est avant l'attaque. À 12h15, il y aura le lancement des F-18. Là, on est dans le premier programme de frappe. Et puis à 13h45, on aura le début de la première fenêtre de frappe, trigger-based, des F-18. Le terroriste ciblé est à sa position connue. Il doit donc être à l'heure. Lancement des drones d'attaque MQ-9. Alors, on s'est demandé ce que c'était trigger-based. C'est quoi? C'est peut-être un nom de code? C'est une source? Trigger, c'est la détente, c'est la gâchette, si vous voulez, dans le terme populaire. Trigger-based, c'est le déclencheur, en fait, qui est sur place. Probablement. Donc c'est peut-être un nom de code, c'est peut-être le nom de l'agent qui est sur place. Mais c'est très grave alors. Et bien sûr, ça veut dire que oui, il y a des agents sur place. Donc il révèle le nom de code de la personne. Oui, enfin en tout cas, il révèle qu'il y a quelqu'un, ce dont tout le monde pouvait se douter malgré tout, qu'il y a quelqu'un qui est surveillé sur place et qui notamment, quand vous frappez des individus clés précis, il faut avoir un renseignement actualisé. Il faut savoir à l'instant, à la seconde près, où il se trouve précisément. C'est pas comme si vous voulez taper un bâtiment, une base, quelque chose comme ça qui bouge pas. Donc là, il faut avoir un renseignement permanent dessus. Alors soit c'est par drone, que vous êtes au-dessus et vous arrivez à le voir, soit, et c'est encore plus précis évidemment, si vous avez quelqu'un qui est là, qui est en direct et qui surveille cette cible. Juste un élément, début du strike, donc du raid 12h15, lancement des F-18. Les F-18, ils partent d'un porte-avions dans le nord. Justement, on va voir où ils se trouvent. D'accord. Regardez. Mais ce que je veux dire, juste vous faire remarquer que 12h15, 13h45, donc il y a 1h30 entre le début, le lancement des F-18, des avions, et leur arrivée sur place. C'est-à-dire que si votre réseau là est surveillé, écoutez, et que vous apprenez lancement des F-18, sachant que vous avez un raid qui est prévu, vous avez 1h30, effectivement, pour agir. Vous partir, vous allez vous planquer, préparer quelque chose. En tout cas, ça peut permettre. Les cibles, en fait, auraient pu être prévenues si ce message était tombé entre les mauvaises mains. Vous parliez de la cible, elle se trouve donc dans le territoire du Yémen. Donc là, vous avez la capitale Sanaa. Les équipements utilisés par les Américains, ce sont des F-18. Alors, leur base militaire, elle est en mer Rouge, sur leur porte-avions. C'est ça. Donc, le porte-avions Harry Truman, qui se trouve au nord de la mer Rouge. Vous l'avez vu tout à l'heure, il faut 1h30 de vol. Donc, c'est pas à côté. Il est dans là, on a les F-18. Voilà, les F-18 qui sont sur ce porte-avions nucléaire. Ce porte-avions lui-même, il est accompagné d'une escorte, sans doute un sous-marin, et à coup sûr des destroyers. Ce porte-avions, il est armé de F-18. On le voit, c'est les FA-18, Super Hornet, pour être très précis. Ce sont des avions de chasse, ces avions polyvalents, de chasse et de bombardement. Il y en a à peu près une quarantaine à bord du porte-avions. Et donc, on lance, il y aura deux strikes, si je me souviens bien, a priori entre 10 et 20 avions à chaque fois, qui peuvent porter jusqu'à 6 tonnes, on voit les engins, ils peuvent porter jusqu'à 6 tonnes de charge, donc c'est des avions très, très puissants. C'est les avions de Top Gun, quoi, de Maverick, là, pour ceux qui ont c'est bien, vous parlez notre langage. Tout à fait. C'est l'avion de base de l'aéronavale américaine.
Dans un mois, il y aura un autre porte-avions qui va arriver, le Carl Vinson, qui viendra renforcer d'ailleurs l'USS Truman, et qui lui sera équipé de F-35, c'est-à-dire encore plus puissant. Alors on va regarder maintenant la suite du message, parce que ça c'était le début du programme. Là on a le deuxième programme de frappe. Donc il explique qu'à 14h10, il y aura un lancement de nouveaux F-18. Donc, c'est ce dont vous parliez. Le deuxième raid. Voilà. 14h15, frappe de drone sur la cible. Donc là, on parle des premiers F-18 qui ont été envoyés, le premier programme. C'est à ce moment que les premières bombes seront définitivement larguées en attendant les cibles précédentes de trigger-based. Et puis, à 15h36, c'est le début de la deuxième frappe, donc avec le lancement qui a eu lieu à 14h10, avec les premiers Tomahawks qui sont basés en mer et qui sont lancés. Alors, on va regarder en image exactement ce que ça donne, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, notamment les drones. On parle des drones Reaper. Ça sert à quoi exactement? Ce sont des drones d'attaque? C'est ça? C'est des drones de surveillance ou d'attaque. Alors là, on avait vu la carte. En fait, la base est très probable. Enfin, ces drones qui ont un très long rayon d'action, ils peuvent aller peut-être jusqu'à 2000 km à peu près au grand maximum. Ils sont basés à Djibouti. Donc vous avez le groupe aéronaval au nord de la mer Rouge et vous avez la base américaine au camp Lemonnier à Djibouti, qui est surtout une base de drones. Donc ces drones, ils servent à la surveillance. Donc ils sont utiles, par exemple, pour voir ce qui se passe exactement sur les zones de frappe, voir si ça a réussi ou pas, quels sont les effets. Et en même temps, ils peuvent porter des missiles qui eux-mêmes vont tirer de manière extrêmement précise sur les objectifs. Oui. Donc c'est pas les petits drones kamikazes qu'on a l'habitude de voir. Non, c'est des vrais missiles. Mais l'intérêt, c'est que d'abord, ils sont relativement près de la cible. Le temps de trajet du missile sera très court et c'est extrêmement précis. Et on utilise ce genre d'engin spécifiquement pour taper sur des cibles extrêmement précises qui peuvent éventuellement bouger, donc très concrètement pour frapper sur des êtres humains très précis, en l'occurrence des chefs outils. Alors moi j'ai pas le nom de ces responsables, mais ils ont été ciblés. Il est intéressant de noter parce qu'il parle du terroriste des terroristes qui vont être ciblés. Oui, c'est-à-dire qu'en plus des frappes d'infrastructures, on tape sur les sites de départ de missiles, de construction, enfin tout ce qu'on a pu repérer comme infrastructure, et ensuite on cherche à flinguer un certain nombre de chefs outils. Alors, on a juste parlé des drones Reaper, pardon, je voudrais juste vous montrer aussi les Tomahawks qui sont basés en mer, donc ils sont tirés d'un navire? Oui, ou d'un sous-marin. Mais là, ils sont tirés par les navires qui sont autour de l'USS Harry Truman. Donc là, ce sont des missiles de croisière, donc c'est des missiles qui sont relativement lents, qui volent basse altitude. Ils peuvent porter jusqu'à 400, 500 kilos de charge d'explosifs ou différents types de munitions. Donc là aussi, c'est des engins qui vont puissants, 450 kilos d'explosifs, c'est pas rien, qui sont précis et qui viennent compléter d'une certaine façon le tir des F-18. Je voudrais juste rappeler un truc, le tir de ce qui est intéressant dans les messages, si on peut retrouver le message précédent. Le dernier message, si vous voulez. C'est que le tir de drone, et doit être simultané avec les frappes de F-18. C'est-à-dire que vous avez les F-18 qui arrivent, qui vont balancer, on ne sait pas très quoi, ils peuvent balancer des missiles, ce qu'on appelle des JDAM, des bombes guidées, etc., qui arrivent, très puissants, et en même temps on tire avec le drone. Pourquoi ? Pour camoufler en fait. Vous camouflez le tir du drone dans un ensemble de frappes, ce qui permet d'abord de masquer le fait qu'il y a un drone quelque part. Le drone, il est haut, on ne le voit pas. Et ça peut masquer aussi le fait qu'il y ait quelqu'un à proximité qui observe et qui a guidé le drone, notamment sur l'objectif. Donc c'est pour ça qu'on mélange un peu tout ça. Et donc on fait deuxième frappe, effectivement. À nouveau, ça c'est le deuxième raid de F-18 qui arrive après 1h30 de vol. Même chose, on complète avec des missiles de croisière, on casse tout, et après on rentre à la maison, on rentre sur le porte-avions. Merci beaucoup. C'est absolument sidérant de voir le niveau d'information qui a pu être révélé dans une messagerie Signal, qui est effectivement une messagerie connue pour avoir un niveau de sécurité, on va dire, supérieur aux SMS qu'on s'envoie habituellement, mais certainement pas une messagerie pour faire passer des informations qui sont forcément classifiées de défense et qui représentent un risque si elles peuvent être interceptées.
C'était intéressant d'évoquer que, comme l'a fait votre chroniqueur précédemment, que là, les États-Unis disposent de mécanismes de communication extrêmement sécurisés et que là, ils sont complètement passés au-delà des procédures usuelles qu'on peut rencontrer dans ces situations-là, en utilisant une application grand public. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est finalement sur quel téléphone finalement cette application a été installée. Parce qu'on sait que les attaques cyber aujourd'hui, elles vont peut-être viser l'application qui peut être chiffrée, mais elles vont aussi viser le téléphone, et on peut pirater un téléphone pour voir ce qui se passe dessus. C'est, je dirais, le deuxième canal. Et puis on voit bien le degré un peu d'amateurisme dans l'ajout des correspondants, des personnes dans cette boucle de discussion. On a l'impression qu'ils étaient en train d'organiser plutôt un échange informel que des discussions à ce niveau-là, sachant qu'usuellement, les boucles de discussion comme ça sur des sujets très confidentiels sont validées, revalidées pour éviter toute fuite potentielle. Donc oui, je trouve que ça contrevient complètement aux habitudes et ça fait prendre des risques très forts. Merci beaucoup Jérôme Billois d'avoir été avec nous dans Embrasser. Avez-vous participé à la discussion de groupe avec le secrétaire à la Défense et d'autres responsables de l'administration Trump et discuter de plans de guerre? Sénateur, je ne veux pas parler de ces détails. Répondez à ma question, madame. Vous n'êtes pas TG sur le groupe? Je ne vais pas... Donc vous refusez de reconnaître que vous êtes sur ce groupe de discussion? Sénateur, je ne veux pas parler de ces détails. Pourquoi? Parce que ce sont des informations classifiées? Alors, est-ce que l'administration... Ce que dit la Maison-Blanche, ça ne semble pas être d'actualité, puisque Donald Trump a redit toute sa confiance à son équipe et que la communication de l'administration, c'est de dire, de minimiser, encore une fois, de dire qu'il n'y a pas là des plans de guerre. Mais c'est clair que les démocrates, l'opposition, certains républicains également, demandent des démissions, notamment celle du secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. C'est lui qui a publié la plupart des messages incriminés. Mike Waltz aussi, il est le conseiller à la sécurité nationale. Et puis, à côté de cela, vous savez, il y a depuis la sortie de cette information dans les journaux qui regorge de témoignages, évidemment sous couvert d'anonymat, de hauts gradés de l'armée américaine qui estiment que c'est un scandale. Certains, notamment auprès de CNN, ont dit que leurs stagiaires ne feraient pas une erreur aussi grosse. Et puis, il y a ceux qui estiment tout simplement que si un militaire avait agi de la sorte, ce serait la cour martiale directe. Et puis, il faut le dire aussi, cette fuite, elle fait beaucoup rire également les émissions satiriques quotidiennes, les fameux late night shows qui s'en donnent à cœur joie, les internautes également qui détournent ces images. Mais c'est vrai que nous assistons probablement là, au-delà de la blague que ça peut entraîner, au premier très gros scandale de cette nouvelle administration Trump. Merci beaucoup, Axel.